Je vais droit au but sur ce sujet, comme je disais, qui m'anime depuis longtemps de façon assez obsessionnelle, et qu'au fond, la question est celle de la folie des grandeurs commerciales. Et cette folie de la grandeur commerciale, c'est la suite logique d'un mouvement qui est un mouvement au long cours, qui correspond non pas à nos besoins, mais à un besoin. Ce besoin, c'est celui du capital de s'accroître. Et c'est ce besoin du capital de s'accroître qui dicte la fuite en avant productiviste qui détruit l'écosystème, qui met à sac aussi nos désirs et qui fait perdre le sens du travail et empêche de soustraire le travail, l'emploi à la marchandisation. Et voilà donc où nous mène le capitalisme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut produire toujours plus pour une consommation qui est toujours davantage sollicitée, et la société n'est pas organisée autour de nos besoins, c'est-à-dire ceux de la population, mais autour de la recherche infinie de profit qui a deux leviers pour s'accroître. Le premier levier, vous le savez, c'est les salaires. Pour qu'il y ait plus de profit, il faut comprimer les salaires. Et le deuxième levier, c'est vous faire consommer toujours plus de choses à l'obsolescence toujours plus grande pour que vous ayez un appétit sans fin. Et c'est donc le règne de la marchandise, et non seulement de la marchandise, mais aussi des grands espaces qui permettent que nous accédions à ces marchandises pour qu'elles nous étourdissent. Alors, pour prendre un exemple d'emblée très concret, je pense à celui qui m'est cher parce que je me suis beaucoup engagée dans cette bataille, qui vient de cette famille Muliez, que vous connaissez sans doute, propriétaire du groupe Auchan, et qui a illustré avec le triangle de Gonesse en Île-de-France la volonté de passer après le supermarché, après l'hypermarché, avec ses centres commerciaux. On est maintenant à l'ère du giga. C'est-à-dire que toujours plus gros, comme si au fond, le plus, c'était le mieux. Et j'ajoute d'emblée qu'il y a probablement aussi une diminution viriliste dans cette espèce d'obsession du plus gros. Et j'en veux pour preuve un maire, il y a quelques années, qui m'avait dit, il était sur un grand projet inutile, et je discutais avec lui de l'opportunité de ce projet, j'étais contre, et il me dit, il faut bien que je trouve encore quelque chose qui me fasse bander. Et je me suis dit que oui, mais c'est assez symptomatique parce que je crois aussi qu'on a là une forme d'intersectionnalité entre cette folie du capitalisme et donc du productivisme avec, mais aussi une certaine forme de virilisme dans ces grands projets. Bref, la famille Muliez, alliée pour l'occasion à un groupe chinois évidemment, a imaginé en 2011, avec le projet Europa City, de transformer 640 hectares de terres agricoles en Île-de-France. À chaque fois que je relis, quand j'en reparle, je relis et à chaque fois je saute comme ça, là, je me dis, mais c'est quand même hallucinant. Alors, pour y faire croire, imaginez, asseyez-vous bien, 230 000 mètres carrés de surface commerciale. Je vous assure que dans le coin, c'est tout près de ma circonscription, on a beaucoup de centres commerciaux. On est très, très bien dotés. On a vraiment de quoi faire. Donc là, 230 000 mètres carrés de surface commerciale, des salles de cinéma, des hôtels, un parc aquatique. Et asseyez-vous bien, pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, au démarrage du projet, il y avait aussi l'idée de faire une piste de ski. Une piste de ski en Île-de-France. Donc là, on arrive évidemment à des sommets de délire pour artificialiser les sols, pour nous faire encore consommer encore plus, et pour n'avoir aucun égard pour le minimum de sérieux vis-à-vis du défi écologique, et je dirais même aussi vis-à-vis de nos propres engagements en France. On signe sans arrêt des textes internationaux qui nous donnent des cadres, des objectifs, et on se retrouve avec des projets que la puissance publique ne sait pas encadrer, ne sait pas empêcher, des projets qui viennent du privé, mais qui sont totalement accompagnés par la puissance publique. Et donc, à partir de là, à partir de ce sujet-là, de la famille Muliez, mais en fait, de ce projet Europa City, mais de tous ces délires de grands projets, et parfois aussi de petits projets inutiles, parce qu'il n'y a pas que des grands projets inutiles, on a aussi plein de petits projets inutiles, eh bien moi je crois qu'on arrive au cœur de l'interrogation révolutionnaire de notre temps, et cette interrogation, c'est celle des besoins. C'est celle des besoins. Moi, j'en suis convaincue depuis très longtemps parce que sans doute je suis imprégnée de la pensée d'André Gortz, le père de l'écologie politique, qui appelait à rompre le lien entre le plus et le mieux, qui me paraît tout à fait fondamental, et qui décrit en ces termes parfaitement la situation. Je vous le lis. Le capital se sert des besoins qu'il sert en vue de son propre accroissement, lequel demande en retour la croissance des besoins. Autrement dit, je cite toujours, la recherche de l'efficacité maximale dans la mise en valeur du capital exige
l'inefficacité maximale dans la couverture des besoins, le gaspillage maximum. Donc ça, il le voit, lui, très tôt par rapport à ce que nous disons. Et je suis encore plus convaincue que la question des besoins est fondamentale depuis que j'ai lu ce livre dont parlait aussi tout à l'heure Jean-Luc, livre remarquable et très inspirant de Razmik Kecheyan, qui est aussi à la Fondation La Boétie, et qui a travaillé sur les besoins artificiels et qui nous invite à faire converger les producteurs et les consommateurs. C'est vrai que moi, je reste plutôt sur les thèmes artificiels. Enfin, c'est un débat philosophique. On est au bord de la nuance. Hein, je ne fais pas du tout une affaire. Mais je me dis, bon, puisque là, on a le temps d'y réfléchir, moi, je préfère artificiel parce que il me semble que dans superficiel, en tout cas, j'entends la légèreté, la futilité. Et que c'est une phrase que moi j'ai souvent eue dans ma vie, j'ai l'impression que le futile est essentiel. Mais ça nous amène au fond à penser de quoi j'ai besoin et de quoi, tiens, Martine qui est en face de moi a besoin ou quelqu'un d'autre a besoin, c'est pas forcément la même chose. Et ça fait partie de la question. C'est-à-dire que les besoins, ils sont évolutifs suivant le moment de notre vie, on n'a pas toujours les mêmes besoins, et les besoins sont évidemment différents en fonction des individus. Et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à définir quels sont les besoins individuels et collectifs, et donc comment on se dépêtre de cette histoire-là. Mais par exemple, pour moi, le futile est essentiel et artificiel me paraît vraiment être un terme qui pointe ceux qui sont fabriqués par le capitalisme, par la logique du capital. Or, une société qui est organisée autour des besoins du capital, elle ne permet pas de satisfaire les besoins essentiels de chacune et de chacun, et les besoins qui ne sont pas d'ailleurs forcément productivistes. Si on réfléchit à nos propres besoins, on a plein de besoins qui ne rentrent pas dans la case productiviste et donc de nature à satisfaire le besoin du capital. Je prends 3 exemples. Le besoin de temps libéré, on a besoin de libérer du temps. Ça, évidemment, si on soustrait du temps à la marchandisation, c'est sûr qu'on ne fait pas l'affaire du capital. Besoin aussi d'obscurité. Le besoin d'obscurité, c'est plutôt d'éteindre toutes les publicités la nuit qui font tant d'éclairage. Le besoin de protéger les enfants de la surexposition aux écrans. Ça aussi, c'est un besoin qui ne marche pas, ou d'éteindre sa télé. Évidemment, c'est pas bon pour le temps de cerveau disponible que veut nous attraper Bolloré. Bref. Donc, on voit bien que une société qui est organisée autour des besoins du capital, elle peut pas satisfaire ses besoins. Mais cette société, elle tire aussi les revenus du travail vers le bas. Elle crée des injustices. Elle engendre une dilapidation absolument tragique des ressources naturelles dont nous savons désormais pertinemment qu'elles sont limitées et que ce qui est en jeu, c'est l'habitabilité de la Terre. Donc on n'est pas quand même sur des petits enjeux, on est sur des enjeux énormissimes. Or, la logique du besoin du capital balaie d'un revers de la main ce défi-là. Et elle crée, je vais insister un petit peu là-dessus, des désirs artificiels. Parce que je pense que c'est important aussi qu'on mette le doigt sur ce qu'elle a réussi à générer dans les besoins qu'on s'imagine avoir et dans les désirs même de s'immiscer dans nos propres désirs. Parce qu'on ne consomme plus aujourd'hui seulement pour répondre à des besoins qui sont des besoins objectivables. On cherche à consommer pour bien d'autres raisons parce qu'on est sursollicité pour consommer. Je prends un exemple. Chaque jour, 1200 à 2000 messages publicitaires nous arrivent. C'est hallucinant, absolument hallucinant. C'est 6 fois plus que dans les années 80. Chacun peut faire l'expérience que, alors que les big data font miroiter la facilité, la gratuité, la transparence, hein, c'est un peu ce qu'on vous vend en permanence. En fait, on est réduit à l'état d'un consommateur compulsif. Vous avez sans doute fait l'expérience sur votre smartphone aujourd'hui. Vous regardez une fois une paire de chaussures ou une fois, je sais pas quoi, un appareil électroménager. À chaque fois que vous allez naviguer, on va vous passer la paire de chaussures que vous avez regardée une fois pour être bien sûr qu'il y a un moment donné où de manière compulsive, alors qu'au fond vous l'avez regardée mais juste peut-être pendant 6 mois, etc., vous contraindre, enfin, vous inciter en tout cas très, très fortement à l'acheter. Et je crois qu'on subit une colonisation mentale très très forte qui reconfigure nos désirs. Et qu'on est un peu perdu au fond sur ce à quoi on aspire, ce qu'on veut vraiment, est-ce qu'on le veut vraiment, et c'est plus une question qu'on se pose parfois quand on achète. Hein. Ça devient complètement dingue. Et sous le régime de la consommation, on a une liberté de choix, vous entendez ce mot-là, qui est sans arrêt assénée. On vous dit que vous êtes libre, évidemment, d'acheter ou de ne pas acheter, mais ça, c'est faire comme si nous avions d'abord tous les mêmes revenus, ce qui évidemment n'est pas le cas, comme si la reproduction sociale n'avait pas modelé les codes culturels, et comme si la liberté se jouait sur le terrain de la possession de marchandises.
C'est-à-dire que la liberté, c'est la liberté d'acheter. Et ça, je crois que c'est quand même un détournement du souffle des années 68 qui est assez hallucinant. Hein. C'est-à-dire que la liberté est confondue avec le libéralisme économique. Et ça, de moins en moins, je pense qu'on est en train d'en prendre conscience. Hein, mais je veux dire, il y a en tendance, il y a quand même ce truc-là qui est complètement fou. Et à la fin des fins, moi, j'estime qu'on consomme du rien. Alors, on consomme du rien, mais vraiment du rien. Vous savez qu'il y a même une boîte de conserve avec l'air de Paris. Vous pouvez acheter une boîte de conserve, vous remettez air de Paris. Vous ouvrez, il n'y a rien dans la boîte de conserve. Ça dit le niveau de délire auquel on est rendu. Ou, comme le raconte Slavoj Žižek, j'adore cet exemple qu'il donne sur le Coca-Cola. C'est-à-dire que le Coca-Cola, avant, c'était un truc avec de la caféine pour vous mettre un peu d'énergie et avec du sucre. Aujourd'hui, vous avez du Coca zéro qui est sans sucre, sans caféine. Mais non, mais je veux dire, c'est du rien. Enfin, c'est l'anti-Coca-Cola. Mais c'est pas grave. Alors après, on vous dit que c'est trop féminin. Le Coca, vous savez, le Coca light. En fait, c'est les filles qui prenaient les trucs sans sucre. Alors pour que les mecs en prennent, ils ont fait un Coca zéro. Hein, zéro. Il est noir. Il est un peu plus viril. Et puis maintenant, on a le Coca Life. Parce qu'ils ont compris aussi qu'il y avait une préoccupation écolo. Non, mais je veux dire, le système est hallucinant pour s'adapter à tout. Ou alors vous faire consommer des trucs que vous aviez même pas pensé. Hein. Moi, j'ai vu des trucs pour les cheveux anti-vieillissement. Moi, je savais même pas que mes cheveux vieillissaient. Enfin, en tout cas, j'y avais pas pensé à ce truc-là. Donc, ouais, mais quand on l'achète, en fait, on n'achète pas le produit pour que nos cheveux vieillissent pas. On achète un truc parce qu'on a une angoisse de vieillir. On se dit, tiens, je vais prendre ce truc-là, peut-être je vais pas vieillir en le prenant. Donc c'est autre chose qui est mis à l'intérieur du produit. Et le moteur de la consommation, et ça me paraît très important à avoir en tête, ça n'est absolument pas, comme on le croit parfois, le conformisme. Le moteur de la consommation, c'est exactement l'inverse, c'est la distinction. C'est vraiment la distinction, c'est-à-dire qu'on consomme aussi pour se démarquer. On a des produits qui fonctionnent comme un langage qui permet de façonner et de négocier sa place dans la société. En fonction d'ailleurs de la marque de nos baskets, on peut savoir à peu près où on se situe dans l'échelle sociale avec un système assez infernal. C'est que dès que vous avez une marque qui se démocratise, vous avez les catégories sociales supérieures qui s'en éloignent et qui vont chercher d'autres marques. Et en fait, chaque catégorie sociale cherche à se démarquer de celle du dessous. Et on a un mécanisme absolument sans fin. Mais ça marche aussi pour la chanson. Vous savez qu'une chanson, dès qu'elle devient populaire, ou un type de musique qui devient populaire, eh ben, les classes supérieures vont avoir à cœur de surtout pas chanter comme chante tout le monde, et qu'on va aller chercher un nouveau machin qui ensuite va redevenir populaire, etc. Donc c'est un système assez sans fin et qui donne cette folie pour laquelle je pense qu'il y a une forme aussi d'essoufflement aujourd'hui. Il y a un essoufflement à ce système-là. C'est Bernard Stiegler qui parle, j'adore l'expression, de baisse tendancielle de l'énergie libidinale. Elle est très intéressante. Il y a une baisse tendancielle de l'énergie libidinale, c'est qu'à force de nous mettre dans la roue comme ça en permanence à devoir à peine acheter quelque chose, il est obsolète, on doit faire autre chose, une marque, a plus une marque, il faut faire autrement, etc. Vous voyez, une espèce de course comme ça, et à la fin, on ne sait plus où on en est, et il observe cette baisse tendancielle de l'énergie libidinale. Bref. Donc, ok, alors je vais aller très vite. Oui, juste un mot quand même pour terminer là-dessus, c'est qu'il y a une idée reçue selon laquelle les pauvres seraient épargnés de ça. Or, les pauvres ne sont pas du tout épargnés de ça. Ce qui est dégueulasse dans notre système capitaliste, c'est qu'il y en a qui consomment énormément et d'autres qui n'ont pas de quoi, évidemment, vivre correctement. Néanmoins, les pauvres aussi sont capables de bouffer des pâtes pendant une semaine pour acheter le dernier iPhone à leur môme. Donc c'est quelque chose qui gangrène l'ensemble de la société, ça me paraît important de l'avoir en tête. Bref, aujourd'hui, nous sommes donc incapables de savoir ce dont nous avons réellement besoin et nous sommes aliénés. Je pense que le concept d'aliénation est tout à fait décisif. Nos désirs et nos besoins sont amputés, formatés, appauvris par l'omniprésence des propagandes commerciales et la surabondance des marchandises. Mais si on cherche à construire une société à partir des besoins véritables, on aboutit à un tout autre modèle social, puisqu'il s'agit de rattacher les finalités de l'économie à la libre expression publique des besoins ressentis, au lieu de créer des besoins à la seule fin de permettre au capital de s'accroître et au commerce de se développer. Donc l'enjeu, c'est d'adapter l'appareil productif à nos besoins et non de créer des besoins pour satisfaire l'appareil productif. C'est vraiment une révolution copernicienne qu'on a à faire dans la façon de penser la société et d'organiser les choses et de voter des lois qui vont dans ce sens-là et non pas dans cette folie du consumérisme actuel. Et c'est donc au niveau
de la définition du contenu des besoins et de leur mode de satisfaction que se situe, à mon avis, l'enjeu politique majeur contemporain de l'antagonisme entre le capital et le travail. C'est à cet endroit-là qu'on a une prise, d'une certaine manière, qui est une prise très contemporaine, parce que c'est bien là, dans le pouvoir de décider la destination de l'usage social de la production, c'est-à-dire le mode de consommation auquel elle est destinée, et aussi les relations sociales que ce mode de consommation détermine, c'est à cet endroit-là qu'on doit se situer. Pour dire autrement, le mouvement ouvrier, pendant très longtemps, il s'est posé une question, c'était comment partager les richesses. Et aujourd'hui, on a besoin d'imbriquer cette question-là, qui reste toujours valable, mais à une autre, tout aussi essentielle, c'est qui décide de ce que l'on fabrique, qu'est-ce qu'on produit comme richesse et qui en décide. C'est ça le sujet, à mon avis, qui a émergé et qui est tout à fait fondamental et qui suppose un très haut niveau de démocratie. Si on n'a pas une démocratie qui fonctionne, on ne peut pas à chaque fois évaluer quels sont nos besoins véritables, faire travailler la population sur ces besoins et accorder notre appareil productif sur cet enjeu-là. Et ce travail-là d'ajustement de nos besoins définis démocratiquement à l'appareil productif, hein, et non pas, enfin l'adéquation entre les deux, il permet aussi de réfléchir à notre temps de travail. Parce que si on est maître de cette histoire-là, on peut aussi décider qu'on a envie de travailler moins parce que on sait qu'en travaillant moins, on arrivera quand même à satisfaire nos besoins, mais aussi un certain nombre de besoins vitaux, comme notamment celui du temps libre. Et donc, c'est en permanence de voir comment on négocie cette articulation entre les deux qui me paraît tout à fait fondamentale. C'est aussi le moment de redonner du sens au travail, parce que si la finalité de la production est mieux maîtrisée, je pense qu'on met plus de cœur à l'ouvrage que quand on est dans les bullshit jobs, pour parler comme Grébert. Et je pense que c'est aussi une opportunité de développer l'appropriation sociale, c'est-à-dire aussi ces services publics qui sont essentiels parce qu'ils ne sont pas lucratifs. Il n'y a pas de but lucratif. Et on l'a vu avec le scandale des EHPAD ou avec le scandale des berceaux. C'est qu'au fond, quand on veut répondre à nos besoins véritables, mieux vaut ne pas être dans le lucratif, mieux vaut être dans une logique d'appropriation sociale et mieux vaut avoir des services publics. Et ça, c'est très important de se dire que les services publics sont les mieux à même de répondre à nos besoins véritables. Et enfin, évidemment, avec cette logique-là, on va arriver davantage à édicter une norme du suffisant, comme disait André Gortz, ou la règle verte, comme nous le disons, et c'est des logiques qui sont assez proches. Et c'est en les édictant que nous aurons le plus de facilité, évidemment, d'arriver à répondre aux défis climatiques. Je conclus donc je reviens au triangle de Gonesse, parce que c'est une lutte sur laquelle, et c'est important de le dire, on a réussi à gagner. Pas tout, mais on a gagné des choses, et c'est important de se dire aussi quand on gagne. On est parti à pas grand monde, c'était pas facile, et on a gagné. Alors, ce qu'on a gagné, c'est pas Byzance, mais c'est quand même, je vous le dis, on a gagné une troisième version du projet, basée sur un objectif zéro carbone, en exploitant des matériaux de construction à bas carbone, une compensation de la surface artificialisée dans le cadre du projet, 80 hectares, je suis d'accord, la compensation, c'est pas du tout idéal, hein, une nouvelle version du projet qui comprend la plantation de 4000 arbres et la réintroduction d'espèces animales. Et on a aussi gagné que la surface consacrée au commerce est divisée par 3, ce qui n'est pas complètement rien, même si bon, c'est quand même pour nous mettre du loisir qui est aussi dans une logique consumériste. Mais surtout, je pense que cette bataille, non seulement elle les a fait reculer, même si on n'a pas tout gagné, mais elle a été aussi l'occasion d'expérimenter et d'imaginer un autre projet. Et je vous invite vraiment à aller le regarder, le projet Karma, parce que le projet Karma qui a été fait par des citoyens, par des intellectuels, et qui se sont mis autour d'une table et qui a dit, au fond, on a tous ces hectares-là sous la main, qu'est-ce qu'on ferait à leur place? Quel autre grand projet? Parce que c'est aussi un grand projet. On a le droit d'avoir des grands projets, mais un grand projet qui soit utile. Et donc là, le projet Karma, il est fabriqué sur le principe de l'économie circulaire, c'est-à-dire que vous avez des champs qu'on cultive. Avec ça, on essaie de faire du maraîchage. Avec ce maraîchage, on fait de la restauration. On en profite sur cet espace-là pour faire de la formation pour les métiers à l'environnement, etc., etc., du tri des déchets, de la réparation, tout ça. Et ça, on peut le faire sur le triangle des Gonesse. Et ça, c'est utile. Et ça, c'est un beau grand projet. Et donc, c'est pour dire que je trouve qu'il y a dans la résistance à ces grands projets inutiles matière vraiment à non seulement être contre quelque chose, mais dans ce contre, être capable aussi d'inventer le déjà-là de la société qui suit. Et donc, c'est pour ça que je veux vraiment terminer sur cet hommage à cette énergie hallucinante qui existe pour que ce déjà-là, eh bien, on le fasse fructifier, parce que c'est comme ça qu'on va donner l'idée aussi de la société que nous voulons construire. Merci. Merci beaucoup.